Salut à tous, les championnats du monde sur route 2019 qui auront lieu le dimanche 29 septembre 2019. La course en ligne, messieurs, voilà ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, avec un profil, avec des participants, avec un scénario qui vont nous exciter à n'en pas douter tant et plus. On voit que le profil déjà, c'est une première petite réflexion sur ce championnat du monde, messieurs, de dimanche. C'est très spectaculaire en fait. Quand on regarde le début, il y a 3 difficultés. On a quasiment l'impression qu'il va falloir mettre les baudriers et utiliser des cordes pour remonter en rappel. Mais non, en fait, hein, c'est juste que c'est un petit peu le trait est un petit peu forcé. Aussi la largeur du profil est un petit peu compactée, forcément. Pourquoi ? Parce qu'à 285 km, c'est pas comme si vous étaliez sur la même distance, sur la même largeur, vous étaliez quelque chose qui fait 200 km par exemple, vous auriez beaucoup moins de pente. Bon, c'est un petit commentaire en passant. Tout ça pour dire que cette montée vers Cray, puis Buttertubs et Grinton Moor, c'est pas là que ça va se jouer, très clairement. Hein, il va y avoir des échappées issues d'équipes peut-être nationales un petit peu moins prétendantes que d'autres, un peu moins fortes, des gens qui vont former l'échappée, et on peut s'attendre à ce que tout se règle plutôt au moment où on rentre sur le circuit final. Ce circuit final va être répété 7 fois. Voici le détail du circuit final. Le circuit final, on voit qu'il est assez accidenté, mais au final, quand vous regardez les dénivelés, la plus forte dénivelée par rapport à toutes ces montées là, elle est de environ 70 mètres. Donc c'est pas non plus le mur de Grammont, non je rigole, c'est pas du tout la Roche au Faucon, c'est pas du tout, je ne sais pas moi, le Coburg à la limite pourrait s'en rapprocher, c'est pas du tout les montées qu'on peut connaître donc à Liège-Bastogne-Liège, qu'on peut avoir sur certains passages de l'Amstel, c'est pas non plus le mur de Huy. Y a comme ça bon, des choses qui sont des références pour nous qui suivons le cyclisme et qui au final sont moins qui sont plus sélectifs que ce que va l'être ce circuit. Cela dit, pourquoi est-ce que j'avais mis juste avant un circuit pour les punchers, parce que a priori toutes les questions vont tourner autour de qui est capable éventuellement de créer une différence, comme je vous l'ai écrit en bas, qui est capable de créer une différence sur ce circuit-là, hein, et donc évidemment les facultés d'endurance notamment vont jouer un rôle prépondérant, mais pas seulement, il y aura aussi la tactique, ça on en parlera un petit peu après, et la grosse question c'est comment est-ce qu'on doit évaluer le comportement des sprinters par rapport aux punchers. Comment est-ce qu'un Trentin, comment est-ce qu'un Matthews, comment est-ce qu'un Mathieu Van Der Poel, qui sont parmi les tout meilleurs sprinters qui viennent, comment est-ce qu'un Peter Sagan, comment est-ce qu'on peut l'oublier, vont se comporter sur ce circuit-là, tout en sachant comment est-ce qu'un Alexander Kristoff également peut tenir le choc, comment est-ce qu'un Kort Nielsen éventuellement peuvent tenir face à des punchers plus purs, de type Alaphilippe, de type quelqu'un qu'on peut pas évacuer, c'est Alejandro Valverde, évidemment. Voilà, hein, y a Philippe Gilbert, comment est-ce qu'on doit le considérer d'ailleurs à l'heure actuelle, un Greg Van Avermaet qui aussi aura probablement son mot à dire, des punchers un petit peu plus purs, de type Wellens. La Belgique est très dangereuse, hein, faut le dire tout de suite. Donc voilà, c'est ça que je vous propose d'étudier juste après, tout en ayant quand même signalé une chose, c'est qu'il faut toujours regarder le contre-la-montre qui a lieu quelques jours avant l'épreuve en ligne. Et sur le contre-la-montre, on a vu l'Australien Rohan Dennis, qui sortait de moments un petit peu difficiles avec son équipe, notamment en sortie de Tour de France, enfin en sortie. On rappelle qu'il n'a pas participé au CLM de Pau, ce qui était sûrement pour lui une déception juste immense. Manifestement, il y avait de l'eau dans le gaz, voilà. On n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, il s'est préparé comme il le fallait pour ce CLM.
et il est allé le gagner avec une avance monstrueuse. Certes, le parcours faisait 54 km, il était assez taillé sur mesure pour un Rohan Dennis, davantage que pour des rouleurs peut-être un petit peu plus purs comme Filippo Ganna par exemple, ou Nelson Oliveira, hein, pour donner des exemples. Tony Martin, bon, il est un petit peu plus sur la fin, bien évidemment, puisque déjà il y a 10 ans il montait sur le podium au championnat du monde de contre-la-montre, donc on va pas trop juger. Campenarts, ça lui va mieux quand il y a un petit peu moins de pourcentage par secteur. Bref, Roglic, on peut éventuellement imaginer que la sortie de Vuelta est délicate et que outre cette Vuelta et la fatigue occasionnée, il y a aussi peut-être l'idée de se réserver pour dimanche. On n'en sait pas davantage de toute façon, hein, parce que le grand jeu, hein, le grand jeu, c'est de précisément cacher son jeu. Pour des tas de cyclistes, on a l'habitude, toujours pareil dans le cyclisme, de scénarios où quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant quelques semaines ou qu'on n'a pas trop vu, qui n'a pas vraiment de résultats référence, peut venir comme ça, coiffer les favoris et venir chercher même un titre mondial. C'est faisable, ça s'est déjà vu par le passé. Donc il faut jamais mésestimer le facteur circonstance de course, le facteur opportunisme sur une course comme celle-là. Et c'est pour ça que, certes, je vous ai mis des noms en jaune qui correspondent à peu près à ceux que je vois comme les meilleurs ou ceux qui peuvent apparaître comme les favoris de cette course, en tout cas les gros noms. Mais après, dans le détail, ça va être une histoire d'opportunité et ça va être une histoire aussi de tactique d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas une course à 10, hein, d'accord ? Ce serait un autre exercice. Donc, dans l'ordre, il y a pour moi quelqu'un qui a la pancarte. Celui qui a la pancarte, c'est Van der Poel. Parce qu'il arrive avec une équipe des Pays-Bas qui est totalement dédiée, en théorie, qui est dédiée à sa future victoire. Et par là même, en plus, elle est quand même composée d'un Mollema, qui n'est pas le dernier des punchers, hein, d'un Terpstra, qui a un moteur immense, d'un Tennyson, qui a montré d'immenses qualités, notamment celle de s'imposer au sprint, tiens, derrière une étape où son leader n'est pas présent, voire étape 1 à Bruxelles du Tour de France dernier, un Dylan Van Baarle, un Jos Van Enden qui sont de très gros rouleurs. Bon, il faut pas perdre de vue que les Pays-Bas auront la pancarte et surtout Mathieu Van Der Poel. Ensuite, il y a évidemment la question de la France. La France qui est elle aussi orientée autour d'un coureur qui est Julien Alaphilippe, avec très probablement un Christophe Laporte qui pourrait, le cas échéant, si Julien Alaphilippe se retrouve piégé, un Laporte qui peut profiter de sa pointe de vitesse. On a vu que c'est un spécial, c'est quand même quelqu'un qui résiste bien sur tout ce qui est difficile, qui demande aussi de l'endurance. Il a une bonne vitesse en cas d'arriver au sprint d'un petit groupe, par exemple. Donc, à mon sens, ça va rouler pour Alaphilippe. Et toute la question, ça va être de savoir comment est-ce que Julien peut être à son meilleur niveau le jour J. J'ai personnellement plutôt l'impression que Alaphilippe sera mieux préparé pour le Tour de Lombardie, et j'ai surtout l'impression que le Tour de France qui a eu lieu va laisser beaucoup de traces, parce que et ça rentre dans une analyse plus globale. Quand on sort un petit peu les noms des gens qui peuvent jouer un rôle, pour moi en fait il y en a certains qu'on peut éliminer pour la victoire finale. Je vais vous dire ce que j'entends par là. Geraint Thomas, deuxième du tour, à mon avis il faut pas compter dessus. Pourtant, il fut un temps où Geraint Thomas aurait pu éventuellement prétendre à ce type de course-là, hein. On rappelle qu'il a un passé de Flandrien puncher, surtout Flandrien, rouleur même, qui est assez intéressant. On a, dans le même registre de ceux qui ont brillé sur le Tour de France, on a Bernal qui est pas là, on a Alaphilippe qui est présent mais dans quel état, on a un Kreswijk à qui ça convenait pas vraiment, il est pas venu. Bourgman c'est pareil. On a un Valverde, mais Valverde c'est une machine. Il court énormément et il arrive lui à maintenir un certain niveau de forme toute l'année. Donc c'est encore un cas un petit peu à part. Je pense qu'on peut éliminer ceux qui ont fait un trop gros Tour de France.
Et je le fais pas avec plaisir parce qu'une victoire de Julien Alaphilippe me ferait hyper plaisir. Mais pour moi, la forme ne sera pas revenue, voire même après une telle débauche d'énergie. Pour ce qui le concerne, Julien, c'est quand même 15 jours ou 14 jours en jaune et 2 victoires d'étape. Une énergie folle déployée pour conserver ce maillot le plus loin possible jusqu'aux Alpes. Bon, c'était, à mon avis, ça va être un peu juste, et à l'image de ce qu'on a vu sur Québec et sur Montréal, où on a vu un Julien Alaphilippe qui était peut-être un petit peu juste, c'est-à-dire qu'il avait pas le supplément d'énergie qui fait qu'une fois qu'il attaque, après il est capable de conclure. Là, il se faisait reprendre. Alors, ça peut être un calcul aussi, hein. Ça peut être totalement le calcul. Donc on peut vraiment défendre toutes les théories. On peut se dire, Alaphilippe fait semblant que ça va pas trop, mais il s'est quand même délié un peu les jambes. Et puis on peut aussi dire, Alaphilippe il est cuit. Donc ça, c'est la grosse question, on aura la réponse dimanche. Après, pour parler des autres nations, il y a pour moi des gens qui se cachent. Je vais parler d'un Lutsenko qui se cache depuis un bon moment. Même Peter Sagan, à sa manière, se cache parce que, au final, il a pas cherché réellement à gagner du côté de Québec et Montréal. Je pense pas que c'était son objectif. Faut voir que Peter Sagan n'a pas beaucoup d'équipiers de valeur et n'a pas beaucoup d'équipiers tout court d'ailleurs sur ce championnat du monde. Il en a 3. La Slovaquie a 4 coureurs. Peter Sagan est capable de s'accrocher à n'importe qui. Mais Peter Sagan, on l'a vu aussi, est capable de provoquer des alliances contre lui parce qu'il est trop fort, ou en tout cas estimé trop fort. Donc c'est toujours la limite en fait de Peter Sagan, c'est aussi pour ça qu'il n'a que ce palmarès actuel, et non pas un palmarès long comme le bras au niveau des monuments par exemple, ou des classiques, comme on pourrait l'imaginer sur un coureur d'un tel talent, surtout au moment où il émerge, vers les années 2010, début des années 2010. Donc Peter Sagan, souvent à la pancarte, souvent on roule en regardant Peter Sagan, et ça peut profiter à des gens. Lutsenko, pour moi, peut en faire partie. Ce qui peut aussi en faire partie, c'est toute la petite ribambelle de candidats danois dont on ne parle pas beaucoup. Un Michael Valgren qui a raté son année très clairement. Valgren. Il a fait une année dégueulasse, et pourtant, intrinsèquement, c'est un excellent coureur, surtout pour ce type de profil. Comment est-ce que d'ailleurs la tactique danoise sera organisée? Est-ce que elle sera autour de Kort Nielsen? Est-ce qu'elle sera autour de Fuglsang? Est-ce que quelqu'un comme Mats Pedersen ou Kasper Asgreen, point commun, deuxième du Tour des Flandres 2018 ou 2019, l'un et l'autre, pourront éventuellement, est-ce que ces deux-là peuvent pas tirer bénéfice d'une échappée, tout simplement, d'une échappée et au final sur laquelle plus personne s'entend pour rouler. Donc pour moi le Danemark il est vraiment à prendre hyper au sérieux, quand l'Australie elle sera beaucoup plus axée autour de Michael Matthews et sa capacité à suivre les tout meilleurs punchers. Donc imaginons une attaque fulgurante de Julien Alaphilippe, est-ce que Matthews est capable d'aller le suivre? Comment est-ce que se comportera Rohan Dennis qui au final n'est pas considéré comme un puncher, mais c'est un tellement bon rouleur, il est dans une telle forme du moment que on peut se douter qu'il peut aussi apporter beaucoup d'aide à un moment donné. Ensuite, du côté de l'Italie, on peut se poser la même question qu'avec Matthews, puisque Matteo Trentin est quand même, il arrive aussi avec une pancarte. Matteo Trentin, elle est moins grosse la pancarte que Van Der Poel, mais elle est quand même elle est bien là la pancarte. Hein. Est-ce qu'un Fellini pourrait pas se glisser dans la bonne échappée au bon moment? Est-ce qu'un Formolo ou un Moscon n'ont pas au final la possibilité? En fait, tout dépend du niveau de forme. Et ça, on n'en sait rien. Ce que je pense par contre, et après je vais parler de la Belgique, vous en doutez bien, ce que je pense c'est que Valverde va arriver relativement cramé. Je ne le vois pas réellement reproduire son exploit de l'année précédente. Mais sait-on jamais avec ce bonhomme. Roglic sera à mon avis plus pour soutenir un Pogačar, voire même un Mohoric, suivant le contexte de la course. Après, restera aussi à voir comment est-ce qu'un jeune coureur comme Pogačar peut être compétitif quelques 2 semaines environ après une Vuelta où il a été étincelant. Donc, où en est son niveau de forme? On en revient toujours à la même question. Quelle sera l'aptitude, j'en parlais en préambule, d'Alexander Kristoff
à suivre les tout meilleurs dès que ça commencera à puncher sévère? Ça, c'est une vraie interrogation. Du côté des Allemands, honnêtement, je suis pas super optimiste pour eux. Les Suisses me semblent un peu juste non aussi, même si Sylvain Dillier a d'immenses qualités. Marc Hirschi, un coureur émergent, on en a déjà parlé pas mal de fois, mais ça me semble peut-être un petit peu trop délicat vu ce qui va s'opposer en face. Et ce qui va s'opposer en face, c'est quelques nations. Alors l'Autriche, j'aurais pu parler de Großscharmer en Autriche, mais j'estime pas que ce soit vraiment quelqu'un qui puisse prétendre. On sait que pour la Pologne, Michał Kwiatkowski est absent. Voilà, Colombie, il n'y a pas de prétendant réel sur la Colombie. Bon, il faut pas trop se leurrer par rapport à ça. À la limite, pour la Colombie, il y en a un que j'aurais éventuellement vu, c'était Higuita, mais il n'est pas là. Higuita n'est pas sur ce championnat du monde. Bon, à voir. Ensuite, pour moi, Sam Bennett va avoir du mal à suivre les tout meilleurs. Parce qu'il est extrêmement fort au sprint, on l'a vu, hein. Mais est-ce qu'il pourra suivre dans les difficultés finales? À mon avis, dans le circuit final, il saute. Il y a aussi Dan Martin, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais je n'y crois pas beaucoup. Stybar tirera son épingle du jeu ou pas, ça dépendra un petit peu là encore des circonstances de course. Peut-être même des amitiés entre coureurs. On peut imaginer Gilbert et Stybar qui partent ensemble. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les deux s'entendent, puisqu'ils sont de la même équipe. En tout cas, ils l'étaient jusqu'à la fin 2019. Ils le seront plus en 2020. Bref, on arrive tout naturellement à la Belgique. Pour moi, la Belgique, elle est l'immense favorite de ce championnat du monde. Derrière Van Der Poel, derrière Alaphilippe, si ça joue bien, mais difficile. La Belgique, avec un Remco Evenepoel sur lequel plus personne n'est capable de savoir quelles sont ses limites, tellement il était bourriffant. Deuxième mercredi, et puis des démonstrations par-ci par-là de son côté juste atypique et imprévisible. Donc où en sera Remco? C'est une vraie question. Après, on part normalement sur Gilbert et Van Avermaet en leader, mais comment est-ce qu'on peut écarter, honnêtement, un Wellens qui part à un moment donné et qui profite du travail fait précédemment? Comment est-ce qu'un Oliver Nassen serait exclu des prétendants? C'est impossible. Il va falloir regarder encore une fois la manière dont la course se déroule. Mais pour moi, et pour conclure avant de passer à la suite, l'élément essentiel, ça va être potentiellement le surnombre numérique dont vont pouvoir bénéficier une équipe comme la Belgique et à un degré moindre le Danemark. Voilà. Parce que je pense que ça peut être à un moment donné l'arme ultime. Il n'y a plus qu'un groupe de 8 ou 9 coureurs, il reste 20 bornes, et ouais, mais il y a 3 Belges dedans. Désolé, mais là, à ce moment-là, les Belges, ils ont toutes les cartes en main. Donc, voilà pourquoi, si je dois vous donner mon favori, je vais partir sur Greg Van Avermaet en 1. Je vais évidemment aussi citer Van Der Poel, parce que si ça se trouve, il sera impossible à décrocher. Et je compléterai le podium avec un Danois. Je compléterai mon podium avec, une surprise, un Valgren. Voilà. Ça peut paraître totalement délirant. J'en accepte totalement l'idée. Je me suis mouillé, j'ai donné les miens. À vous de donner les vôtres. Puis on va voir un petit peu aussi ce que ça avait donné sur Pro Cycling Manager, cette histoire-là. Parce que ça a été joué 3 fois. Et parmi ces 3 fois, il y a des petites choses à observer. Et qui sait, on pourrait avoir une petite surprise de type scénario de course qu'on avait pu prévoir à l'avance grâce à Pro Cycling Manager. C'est parti. Alors j'avais joué une première fois ce championnat du monde, profil 2019, avec Lotto Soudal. C'était le dernier épisode de la série. C'était donc sur Pro Cycling Manager 2018 avec tout ce qu'on se rappelle, hein, Tish Benoît, Wellens. On avait le regretté Björg Lambrecht qui était dans l'équipe.
On avait voilà, un petit peu tous azimuts, hein, Nassen également, un Peter Seri, enfin j'avais plutôt pris une équipe de punchers, hein, comme vous pouvez le voir. Peut-être le seul qui échappe un poil à cette description, c'est Greg Van Avermaet. Mais lui, il est polyvalent, on sait qu'il peut gagner à pas mal d'endroits. Et donc, au final, mon leader était a priori Benoît, mais aussi Tim Wellens, avec donc 2 cartes à jouer. Donc c'est un petit point commun avec, avec la Belgique IRL en 2019, à ceci près que j'avais beaucoup fait travailler les équipiers sur le final. Donc on pense notamment à GVA et Nassen, hein, en protégeant Benoît Wellens et en essayant comme ça, voilà, de durcir la course. Ça a été le leitmotiv à partir de 50 bornes de l'arrivée, et puis là on voit on est à 25, mais ça fait déjà un bon moment qu'on durcit la course, avec pas mal de gens qui craquent, même un Kwiatkowski qui se retrouve un petit peu en difficulté à ce stade-là. Bon, Kwiatkowski sera pas là, mais c'est pas grave, le profil de coureur en lui-même est intéressant. Et donc, bah, un Arnaud Démare, voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est voir en fait qui peut rester dans un groupe à l'arrivée. C'est vrai que bon, Arnaud Démare n'est pas d'actualité, hein, sur ce championnat du monde. C'est plus Christophe Laporte qui aurait le même profil de, on va dire, de sprinter capable de supporter certaines difficultés. Voilà la présence par exemple de Michael Matthews, hein, à noter. Puis après, c'est vrai qu'il y a un moment donné, on se décide à accélérer. On est en fait juste avant la ligne d'arrivée, c'est la fin de l'avant-dernier tour. Voilà, la fin de l'avant-dernier tour, on va arriver sur la ligne dans pas très très longtemps. Donc l'idée étant à ce stade-là, que regardez, les leaders sont esselés. Voilà, typiquement, il y a Colbrelli pour l'Italie, on pourrait transposer en Trentin, on pourrait imaginer un Sagan à la place de Kwiatkowski, on pourrait imaginer un Kort Nielsen par exemple à la place de Craig Anderson. Et puis c'est vrai que, bon, ça c'est une spécificité, voilà, dernier tour, spécificité Pro Cycling Manager, c'est que ça ne roule plus par moment. À partir du moment où il n'y a plus que des leaders et qu'on est échappé, ça s'arrête un petit peu de rouler, parce qu'en fait chacun compte un petit peu son énergie, compte ses forces. Et c'est vrai que j'en avais profité pour placer une attaque contre la balustrade, donc bien esselée pour être certain que ce soit plus difficile de prendre la roue. Une attaque avec Wellens en me disant ok, au final, si cette attaque de Wellens n'aboutit pas, je prends une bonne roue et peut-être que j'arrive à damer le pion à la Philippe éventuellement, Kwiatkowski en l'occurrence, voilà. Donc on peut transposer totalement ça par exemple en GVA et Philippe Gilbert. On peut imaginer une attaque comme ça de Philippe Gilbert à une dizaine de bornes de l'arrivée, 10-12 bornes, et avec un Van Avermaet qui surveille et qui est prêt lui par contre à sauter sur la moindre contre-offensive, quoi. Et ça pour moi c'est un premier scénario qui est assez crédible, hein, outre le côté jeu, le côté virtuel. J'ai remarqué quand même que sur certains scénarios de course, dans Pro Cycling Manager, on a souvent des choses assez pertinentes et plutôt réalistes. Ah, j'ai pas dit tout le temps, évidemment qu'on a tous des aberrations en tête, hein, par moment, mais globalement, on a toujours des jolis exemples en fait de scénarios qui peuvent vraiment ressembler à ce qu'on peut rencontrer. Et là, c'est classique, hein. C'est le gars qui s'échappe, et puis l'équipier derrière, les équipiers protègent l'échappée de leur équipe, de leur coéquipier, et c'est une victoire donc dans ce cas-là en solitaire, voilà, avec un Alaphilippe qui était bel et bien présent, notamment Matthews aussi. Ok, donc ça c'était un premier scénario, et je trouve que ce scénario il colle relativement à ce que pourrait proposer l'équipe de Belgique, comme par hasard, dimanche 29 septembre. En tout cas, si j'étais eux, je rêverais de pouvoir jouer une situation de 2 contre 1 sur le final, voire même de 3 contre 1, ça dépend qui restera. Après, il y avait une partie avec Deceuninck Quick-Step, c'était à l'épisode 12, donc toujours sur Pro Cycling Manager 2018, où on avait joué, mais cette fois-ci avec la France. On avait joué ce championnat du monde
avec évidemment, qui dit la France dit toute une équipe orientée autour de Alaphilippe. Alors évidemment, les équipiers sont pas du tout ceux qu'on va avoir. Tiens, c'est marrant, il y a Alexis Goujard, on entendait parler hier, il commentait le contre-la-montre. Vous avez comme ça donc notamment, allez, Tony Galopin qui est un point commun, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de points communs entre cette équipe qu'on aligne là et, et l'équipe qui aura pour la France ce, ce dimanche. C'est vrai que moi j'avais plus sélectionné en fonction de la capacité à puncher, parce que j'étais déjà assez persuadé que ce parcours était plutôt pour des punchers. Bon, voilà, les forces en présence, Sagan était là, hein, donc on pourra peut-être le retrouver dans le final, tout dépend du niveau de prépa, hein, évidemment, des gars, parce qu'on sait aussi qu'entre Pro Cycling Manager 2018 et 2019, il y a des petites différences au niveau de la qualité de la préparation par l'IA, et donc après un début de course assez tranquille, on avait eu comme ça une échappée à reprendre, et puis il va y avoir surtout un incident. Là on est à plus d'une cinquantaine, juste avant cinquantaine de bornes de l'arrivée, là une quarantaine, passage sur la ligne, et en fait ce qui se passait c'est quoi là, on avait subi là un incident, c'était en l'occurrence une chute de notre leader, Julien Alaphilippe, qui était tombé, et c'est vrai que ça obligeait euh, bah, déjà à arrêter de rouler devant avec nos équipiers, alors que j'avais entamé un travail de sap, puisqu'on avait une équipe qui était quand même assez bonne, et donc surtout essayer de rentrer sur l'avant, parce que ça c'est quand même délicat. Mais on sait en plus que quand vous tombez comme ça, vous prenez vite une minute ou deux. Et puis là, ce qui était marrant, c'est que avait profité du ralentissement à l'avant, bah, les Belges s'étaient arrêtés de rouler pour une bonne raison, c'est que GVA était parti avec Peter Sagan. Et puis nous, les Français, on s'était arrêtés de rouler également. Donc il restait encore, par contre, des Italiens pour nous aider à rouler. Il restait aussi les Australiens de Michael Matthews pour participer à cette poursuite. Et on avait eu la chance de réussir quand même à faire rentrer Alaphilippe, à le faire rentrer dans le groupe de poursuivants de Sagan et Van Avermaet. Et donc à partir de là, en roulant à toute blinde, le retard allait progressivement se combler. Voilà. Donc on voit c'est quand même beaucoup la France qui a roulé. Hein. c'est beaucoup la France qui a roulé avec... là on voit par exemple encore la présence de Michael Matthews. Il y a, je crois, il doit y avoir Sonny Colbrelli dans les parages. Il y a aussi Vincenzo Nibali qui était bien dans le coup sur ce championnat du monde là. Et pour cause, cette année par exemple, je dirais un mot très bref, Nibali, vous avez vu, a eu l'élégance de se retirer, estimant qu'au final, il ne voulait pas prendre la place. Les Italiens n'ont que 7 coureurs pour ce championnat du monde, non pas 8 comme la France ou les Pays-Bas par exemple. Donc Nibali très élégamment s'est retiré, ne s'est pas estimé suffisamment préparé en fait, et donc à partir de là, c'était élégant de sa part de laisser sa place. Après, est-ce que ce parcours aurait pu lui convenir? Honnêtement, moi j'aurais pas juré que Nibali n'avait aucune chance de l'emporter sur ce parcours-là, hein, parce que honnêtement, ça peut vraiment, ça fait tellement appel aux qualités d'endurance. Là, on est, vous voyez, un final sur un petit groupe avec quand même surnombre d'une équipe. Ok, il y a quand même 2 Italiens, attention, hein, Colbrelli, Nibali, et puis on avait eu quand même un énorme Rudy Mollard. Un énorme Rudy Mollard, un Alaphilippe en plus en -2 forme du jour, ce qui n'était pas non plus la panacée, qui va s'imposer, mais bien, de manière bien délicate, devant Sagan, Van Avermaet, Matthews, Wellens, tiens, on retrouve pas trop loin non plus un Valgren. Donc voilà des noms qui reviennent. Je pense pas que le jeu se trompe en fait quand ces mecs-là résistent. C'est tout simplement, ouais, ça peut nous donner des idées en tout cas. Ça peut nous donner pas mal d'idées. Troisième version de ce championnat du monde, cette fois-ci sur Pro Cycling Manager 2019. Voilà, les polices ont changé. Le menu n'est pas le même, l'environnement.
et cette fois-ci, c'est avec l'équipe des Pays-Bas. Je vous avais montré donc la Belgique qui joue le surnombre de mecs qui sont capables de gagner dans le final, avec une attaque à laquelle on n'est pas capable de répondre, les autres favoris. Après, c'était la version française du genre je prépare le travail et Alaphilippe règle un petit groupe au sprint parce qu'il a cette capacité, mais ça repose sur un prérequis, c'est Alaphilippe en très bonne forme, hein, parce que sinon c'est lui qui se fera régler au sprint. Et puis là, c'était une stratégie totalement différente avec les Pays-Bas, puisqu'à aucun moment je n'ai pensé gagner en étant échappé, mais plus certainement essayer de gagner en faisant le travail qu'il faut. Alors là, on est au tout début, hein. Pas la peine de regarder le championnat du monde au tout début dimanche, hein. Ça durera un certain temps, parce que 285 bornes, la course elle va être sacrément longue. Et par contre, ce qu'on peut estimer, c'est que vraiment dans le circuit final, à partir de, allez, 70 bornes de l'arrivée, par contre, il y a intérêt à être devant la télé parce que les Belges, ils auront peut-être les moyens de foutre le feu assez tôt, à l'image de choses qu'on a pu voir, qui étaient l'œuvre, par exemple, de la Deceuninck Quick-Step, parfois des stratégies assez offensives, des stratégies un petit peu culottées. Et je pense les Belges capables de nous animer tout ça, plus 2-3 coureurs improbables auxquels on ne peut pas penser réellement à l'avance. Et donc moi j'étais dans une autre optique, hein, avec les Pays-Bas, l'optique de contrôler cette course tout en gardant deux hommes très très forts sur le final. J'ai nommé Terpstra et l'ami Dylan Van Baarle pour que ces deux-là soient capables de préparer encore un petit peu mieux le terrain en vue d'un sprint victorieux de Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, hein, ça c'était le projet. Et je crois que les trois scénarios sont des scénarios hyper plausibles, hyper probables en fait. C'est pour ça que je vous les ai montrés, hein. C'est pas pour égrener les minutes, parce que j'aime pas faire trop long. Là, ça va être encore le cas. Je pense effectivement que Terpstra il sera là, Van Baarle sera là. Moi, dans le final, là, pour les Pays-Bas, évidemment, j'inclurai un Mollema, hein, bien évidemment, qui a toutes les qualités pour faire partie des tout derniers à soutenir Mathieu Van Der Poel. Et puis après, évidemment, tout se jouera. Là, on est en approche de nouveau de ligne d'arrivée avant ce qui sera le dernier tour. En fait, voilà. Donc, c'est pas encore le moment de se tuer à la tâche, mais c'est quand même bien l'occasion, regardez, de durcir à 92. Là, par exemple, Terpstra, effort 92, avec un Tom Yechte-Slijter qui est encore présent. Ça, c'est pour soutenir dans le dernier tour. Et regardez, en plus, c'est intéressant, la jolie petite attaque de Van Avermaet et de Kwiatkowski. Donc ça, pour moi, très très réaliste. L'attaque à un tour de l'arrivée comme ça, on peut totalement y assister. Un Matteo Trentin bel et bien présent, voilà, c'est intéressant. Même si là, on est quand même en gros surnombre. C'est ça qui peut être noté, c'est qu'il y a un vrai surnombre des Pays-Bas, mais regardez, je vais pas avoir les moyens de faire durer ce surnombre suffisamment longtemps, parce que Van Baarle, à ce stade-là, et Terpstra n'ont plus la capacité, ni Slijter, de pouvoir réellement contrôler, hein. Vous voyez, c'est toujours ça le problème, dès que vous ne pouvez plus contrôler, allez, encore un départ de deux hommes. Et là, honnêtement, en le jouant, je me suis dit, ouais, il faut réagir avec Van Der Poel, obligé, parce que sinon ça suffira pas. Leur attaque, elle peut être réellement décisive. Et le temps que Van Baarle reprenne un petit peu de barre, le temps que Terpstra soit réinvesti de sa mission, on est à 5 km de l'arrivée environ, et voilà, il y a une petite difficulté ici, à 5 km de l'arrivée, ça remonte, avec un petit pourcentage qui nous a permis, en l'occurrence, de rentrer sur les deux hommes, les deux mêmes qui avaient essayé de s'échapper précédemment, donc ils ont retenté 2 fois, hein, c'était pas mal. Moi j'imagine trop bien le Van Avermaet Sagan qui s'échappe à 2, et un Van Avermaet qui coiffe Sagan pour la énième fois, parce que à l'image d'un Kwiatkowski, Van Avermaet, ça aurait été un des cauchemars de la carrière de Sagan, hein.
très clairement. Il le prive de certaines courses vraiment. Enfin voilà, pour moi c'est assez marqué. Allez, voilà, donc c'était une victoire, mais avec présence quand même de sprinter. C'est là que cette troisième version elle est intéressante. Est-ce que, c'est le truc qu'on peut ouvrir hein, comme question, est-ce que en fait dans Pro Cycling Manager 2019 vous avez des sprinters qui arrivent mieux à s'accrocher sur parcours de puncher comme ça que ce qu'on avait dans Pro Cycling Manager 2018? C'est une possibilité, honnêtement, c'est une vraie possibilité, parce que ce n'est pas la première fois que je remarque des sprinters qui sont bien présents à l'arrivée, alors qu'ils ne l'étaient pas nécessairement sur Pro Cycling Manager 2018. Donc est-ce que l'impact au final des difficultés quand on est sur terrain vallonné avec comme ça cette alternance entre fort pourcentage sur des courtes côtes et des périodes de récupération soit plates, soit surtout légèrement en descente, est-ce que cette alternance serait au final un petit peu mieux programmée pour les sprinters et donc un peu plus tolérante vis-à-vis d'eux, et au final du coup on désavantagerait indirectement les punchers? C'est une possibilité, c'est une vraie possibilité. En tout cas, bon, Tim Wellens là qui avait attaqué, voilà, faut se souvenir, hein, à l'entame du dernier tour, moi je sens bien une petite attaque, voire même une attaque décisive, parce que après, si un mec prend 40 secondes, ou si en plus ils sont deux, prenez 30-40 secondes sur 10 km avec 5 ou 6 hommes qui vous poursuivent, bah ça peut largement être gagné. Hein. Ça peut largement être gagné. Et c'était intéressant parce que aussi avec la France, j'avais eu ce même souci que je vous signalais juste avant, là, on reste à Sagan qui est un petit peu à la rue, à savoir, plus la force pour rouler, quoi, parce que Rudy Mollard avait été phénoménal, mais on pouvait pas lui demander plus que ce qu'il n'avait déjà fait, et puis il était hors de question que je roule avec Alaphilippe, sinon je réduisais mes chances de victoire au sprint, donc attention aussi à tous ces calculs qui, qui sont vraiment monnaie courante hein, dans le cyclisme. C'est est-ce que chacun commence à compter ses coups de pédale, et auquel cas on peut avoir un outsider qui vient comme ça coiffer tout le monde parce que les favoris se regardent. En tout cas, ce sera passionnant. Je suivrai ça avec la passion habituelle. Je vous dis à plus, très très bon championnat du monde à tous. Bye bye.